Bonjour à tous. Donc effectivement, on va repasser 2 jours et je vais vous, contrairement aux autres méthodes qu'on a vues depuis hier, c'est une méthode qui est beaucoup plus ancienne et qui est pourtant toujours d'actualité et qui permet d'acquérir des informations qui sont vraiment très intéressantes pour un certain nombre de questions qu'on se pose sur la migration. Et on va voir ça un peu plus en détail avec des exemples aquitains. Donc, comme ça a déjà été dit, sur tout le territoire national, mais en particulier sur le territoire aquitain, il y a un flux de migration qui passe partout, mais qui est cependant concentré dans certaines zones, et notamment quand il y a des obstacles qui tendent à concentrer le flux de migrateurs, qui vont contourner notamment les reliefs et se concentrer par exemple sur les cols pyrénéens, pour passer vers l'Espagne. Donc, ce que vous avez ici, on est côté français pour un migrateur qui part vers l'Espagne et qui va se concentrer sur certains points de passage qui sont plus faciles que d'autres pour économiser de l'énergie. Et donc, par cet effet de concentration, d'accumulation d'oiseaux, c'est des sites qui sont particulièrement intéressants pour le suivi de la migration. Et donc, il y a plusieurs de ces sites qui sont suivis depuis un certain temps. Il y en a en l'occurrence 3 en Aquitaine qui sont suivis donc à l'automne depuis les années 80. C'est le col de l'Issarieta qui est le plus à l'ouest, le site de Lindouche et le col d'Orgombileshka. Donc c'est ces 3 sites assez importants au niveau aquitain qui sont suivis depuis les années 80 et sur lesquels on a pas mal de recul. Et au printemps, globalement, de la même manière que les reliefs, il y a les grandes étendues d'eau qui vont être évitées par de nombreuses espèces. Et on a une configuration qui est assez intéressante au printemps pour suivre la migration qui remonte donc vers le nord, parce que les oiseaux vont éviter ces 2 barrières que sont l'océan Atlantique et puis l'estuaire de la Gironde qui fait jusqu'à une dizaine de kilomètres de largeur. Et donc les oiseaux vont se concentrer vers le nord pour passer sur la rive droite au niveau de la pointe de Grave qui est un peu plus étroite. Donc ça, c'est aussi un site qui est majeur, mais pour le coup au printemps et qui est aussi suivi depuis les années 80. Mais globalement, la migration est assez intéressante partout, mais c'est que sur ces sites-là où on a des suivis qui sont très protocolés. Donc justement, le protocole, donc une des forces de ces suivis, c'est qu'ils ont le même protocole depuis les années 80. Dès les débuts, en fait, les observateurs avaient mis en place un protocole qui avait pour objectif de limiter le biais d'observateurs et d'être réplicable année après année pour pouvoir comparer les données. Et donc, on a un comptage visuel du lever au coucher du soleil, donc ça fait des grosses amplitudes horaires, notamment en fin de printemps. Tous les migrateurs ciblés par le protocole sont comptés, tous ceux qui traversent une sphère d'observation qui est définie. On a donc principalement les grands planeurs, les rapaces, les cigognes, les grues, qui sont comptés sur les sites pyrénéens, et puis les passereaux et beaucoup d'autres espèces côtières qui sont aussi comptées à la pointe de Grave. Le suivi visuel permet aussi, et ça c'est assez intéressant par rapport à d'autres méthodes, d'identifier les espèces, voire même parfois d'avoir des informations sur l'âge et le sexe des individus. Une donnée par tranche d'une heure. Et puis en parallèle de ces comptages, il y a des données météo qui sont acquises toutes les heures sur les sites et qui nous renseignent sur le vent, la visibilité, les précipitations et la nébulosité. Et donc ce protocole a été mis en place donc, dans les années 80 et est toujours d'actualité. Donc c'est ça qui est assez intéressant parce qu'on a maintenant des grandes séries temporelles de près de 4 décennies et qui sont assez précieuses pour décrire des tendances populationnelles de nombreuses espèces. C'est notamment le cas pour les espèces dont le suivi des tendances sur les zones de reproduction est un peu plus difficile que pour d'autres. C'est le cas de certains rapaces notamment. Et donc ce réseau de sites a un rôle de sentinelle pour mesurer l'état de conservation de ces populations. Et donc on a ici un exemple assez parlant pour le milan royal, qui est donc suivi depuis le début sur les sites
sur les sites pyrénéens notamment, et qui a eu une période dans les années 90 de déclin assez important, et donc le suivi de ces tendances, ces effectifs cumulés sur le site d'Organ-Mieszka a permis de sonner l'alarme, et, et derrière, il y a des mesures qui ont été prises, notamment au niveau national, un plan national de restauration qui a été mis en place au début des années 2000. Et, et les différentes mesures ont potentiellement eu un impact sur l'espèce, et on a aujourd'hui une espèce qui se porte beaucoup mieux. Donc il y a d'autres espèces pour lesquelles les tendances ne sont pas forcément aussi favorables. On a des situations qui sont très contrastées d'une espèce à l'autre, mais voilà, c'est des outils qui sont très intéressants, ces suivis de population, pour avoir des tendances sur le long terme. Mais au-delà de l'évolution des tailles de population sur ces espèces, on a aussi d'autres informations à partir de ces comptages protocolaires, et notamment sur l'étude des calendriers de migration, ce qu'on appelle la phénologie. Donc un exemple assez trivial de la phénologie, c'est la date du premier vol d'hirondelle ou du premier chant de coucou, mais avec le suivi protocolé de la migration, on est capable de décrire beaucoup plus finement ce pattern de passage des espèces. Et donc vous avez ici un exemple pour le busard cendré, on voit la période de présence en Aquitaine de l'espèce, donc c'est cette zone qui est en grise. Et puis les deux flux de migration, donc à l'automne et puis au printemps, en fonction du site d'Organ-Mieszka et de la Pointe de Grave, qui sont décrits donc en jaune 90% du flux, et le cœur de la période principale de migration la plus intense qui est ici en orange. Donc ça, c'est un peu une photographie de quelque chose qui est en train de bouger, notamment avec le changement climatique, où on sait depuis maintenant un certain nombre d'années que ces phénologies sont modifiées, notamment par les températures. On sait aussi que la végétation a un pattern qui est en train de changer, qui se développe beaucoup plus précocement au printemps, mais aussi la saison de croissance est en train de s'allonger. On observe aussi ce phénomène chez d'autres groupes, notamment chez les insectes, qui sont des ressources importantes pour les oiseaux. Et donc on s'attend à ce que ces oiseaux migrateurs adaptent leur phénologie de migration pour rester synchronisés avec la disponibilité en ressources. Au printemps, on s'attend à ce que les oiseaux soient plus précoces pour justement se recaler sur ce pic de disponibilité alimentaire quand ils arrivent sur les sites de migration. Par contre, à l'automne, il y a deux hypothèses qui sont envisageables. Soit un décalage complet de la période de présence, donc la période de reproduction ici, qui resterait de la même durée, mais qui se décalerait vers le printemps, une fois que les oiseaux auraient fait leur cycle et repartiraient. Ou alors, les espèces qui resteraient plus longtemps sur les sites de reproduction pour profiter des conditions météo qui sont favorables. Et donc avec les données qu'on a sur ces sites, notamment Organ-Mieszka pour l'automne et la Pointe de Grave au printemps, on est capable d'étudier cette phénologie, comment elle évolue dans le temps. Donc vous avez ici une représentation de l'évolution de la date moyenne de migration d'espèces transsahariennes en fonction de l'année sur ces deux sites. Et donc, c'est calé à 0 au début, puis après, on voit comment ça bouge. Donc, premier point, on voit que déjà, il y a des fortes fluctuations d'une année sur l'autre qui correspondent à des réponses aux variations météo. Mais sur le long terme, on voit quand même des tendances qui sont ici matérialisées par ces droites en tiré, qui montrent qu'il y a un décalage phénologique, c'est-à-dire que les oiseaux migrent de plus en plus tôt au printemps, mais aussi à l'automne, même si c'est un peu moins marqué à l'automne. Donc si on revient sur cette diapo, ce qu'on voit, c'est que pour les migrateurs transsahariens, on a plutôt quelque chose qui ressemble à cette hypothèse ici, c'est-à-dire un décalage des deux périodes de reproduction qui sont un peu plus précoces, même si la migration à l'automne, on voit qu'il y a de la variabilité selon les espèces. Et ça a déjà été montré aussi sur d'autres sites avec d'autres jeux de données. Et on voit en fait que globalement, les migrateurs longue distance, même s'il y a toujours des cas particuliers, ont plutôt tendance à suivre cette première version,
avec un décalage complet du pattern de reproduction, alors que les migrateurs courte distance ont plutôt tendance à rester plus longtemps sur les sites de migration. Et donc, ce décalage phénologique est depuis l'année dernière inclus dans les indicateurs de l'ONB pour le site de la Pointe de Gras. Donc, c'est voilà, parmi d'autres indicateurs, il permet de montrer comment le changement climatique impacte les dates d'arrivée des oiseaux migrateurs. Et on va maintenant faire un petit focus sur une espèce qui est le pigeon ramier, pour essayer de toucher un petit peu du doigt la complexité de ces changements. Donc c'est une espèce qu'on observe toute l'année en France, ce que vous avez ici en vert. Mais par contre, dans une grande partie de son aire de répartition, elle est présente que en période de reproduction. Et il y a notamment une partie de ces populations qui vont migrer en péninsule ibérique à l'automne et qui vont donc traverser les sites basques de suivi de la migration. Et donc, grâce à ces suivis, on est capable de voir l'évolution des effectifs qui traversent ces sites. Et donc, pour le site d'Orgambileshka, on voit qu'on a un déclin très, très marqué des populations migratrices de ces espèces qui sont passées de 400 000 individus à quelques dizaines de milliers aujourd'hui, donc vraiment un déclin très massif. Mais par contre, sur les deux autres sites, on n'a pas forcément le même pattern, on a même des patterns qui sont assez différents. Pour l'Indouche, on a un déclin, mais que sur la période récente. Par contre, pour l'Isareta, on a une augmentation constante depuis le début des suivis, même s'il y a des variabilités interannuelles. Et donc, pour essayer de comprendre pourquoi on avait des situations très contrastées, on s'est intéressé avec Florine aux conditions météo et notamment aux conditions de vent, parce qu'on a vu que, et c'était montré dans un certain nombre d'études, que les oiseaux, dans les conditions de vent de face, notamment très fortes, ne peuvent pas forcément traverser ces cols. Et donc, vous avez ici une représentation synthétique des informations qui ont été collectées sur le terrain, toutes les tranches d'heures de suivi avec des anémomètres. Et donc, on voit ici une rose des vents sur chacun de ces sites avec l'intensité qui est matérialisée en couleur ici. Et ce qu'on voit, c'est que sur le site d'Orgambileshka et un petit peu moins sur l'Indouche, on a des vents de sud, donc qui sont les vents de face pour les oiseaux migrateurs, qui sont assez fréquents et beaucoup plus intenses que sur le site de l'Isareta notamment. Donc ça, c'était une photographie à un instant T. Quand on regarde sur l'ensemble de la saison de migration, et notamment pour la période de passage des pigeons qui est ici matérialisée en orange, on a une augmentation assez nette de l'intensité d'une part et de la fréquence d'autre part de ces vents de sud sur ces sites. Et donc, au-delà de ce qui se passe dans une année, quand on regarde sur un pas de temps, le pas de temps du suivi, on voit qu'on a une fréquence du vent de sud qui est aussi en train d'augmenter. Et donc ça, c'est sur le site d'Orgambileshka. Et de manière, même s'il y a une forte variabilité interannuelle, on a quand même une tendance qui est assez importante. Alors, les pigeons, ils ont plusieurs réponses, enfin, ils ont plusieurs différences entre les sites. Une de ces différences, c'est notamment dans la phénologie, donc dans les dates de passage, de franchissement des Pyrénées. On voit qu'on a un décalage entre les sites et que le site d'Orgambileshka, les oiseaux passent plus tôt qu'à l'Isareta. Donc on a un gradient est-ouest, c'est-à-dire qu'ils passent plus tôt à l'est et plus tard à l'ouest. Et ce pattern, donc ce décalage où les oiseaux passent plus tard à l'ouest, il est en plus en train de s'amplifier avec le temps. On voit que la date moyenne de passage est de plus en plus tardive sur le site de l'Isareta. Pattern qui est en train de se mettre en place, c'est une augmentation de la part du flux qui passe la journée de plus grosse intensité sur les sites d'Orgambileshka et de l'Indouche. C'est-à-dire que on a sur la journée de passage la plus favorable des très très grandes
vols qui sont très concentrés. Et on a aussi une baisse du nombre de journées de passage massifs, c'est-à-dire des passages de plus de 10% de la population. Donc on a un passage de ces oiseaux qui est plus concentré, dans des vols qui sont plus concentrés et qui est aussi plus tardif sur le site occidental. Donc pour résumer, on a des oiseaux qui arrivent ici sur le Pays basque du nord-ouest, qui sur les premiers sites font face à des vents assez importants sur ces cols. Et en plus, ces vents sont en train de se renforcer. Donc une des hypothèses, c'est que les différents patterns qu'on a sur ces 3 sites pour les pigeons pourraient s'expliquer à partir de ces conditions de vent qui sont en train de devenir de plus en plus défavorables sur le site de Rgambileshka et un peu aussi sur le site de Lindbush. Et donc on aura une accumulation des oiseaux qui attendent des conditions favorables et qui passent dans les quelques petites fenêtres qui restent pour passer de manière, sans avoir trop de vent de face. Et on a aussi un décalage vers l'ouest, et notamment en fin de saison, quand les conditions de vent sont les plus marquées. Donc, au-delà de l'intérêt pour comprendre ce qui se passe sur les pigeons, ça met aussi en évidence l'importance de suivre un réseau de sites et pas uniquement un seul site, parce qu'on voit qu'on peut avoir des situations qui sont assez contrastées entre les sites. Pour conclure, donc ce suivi visuel de la migration a un rôle important en tant que sentinelle pour suivre l'état des populations de ces migrateurs diurnes. Et grâce notamment à ces grandes séries temporelles qui sont constituées pour l'Aquitaine depuis près de 40 ans, on dispose d'un outil qui est très intéressant pour décrire d'une part les tendances de population, mais aussi la phénologie de certaines espèces. Et pour aussi essayer de montrer un peu les effets du changement climatique sur ces populations. Mais au-delà du rôle scientifique, ces suivis sont aussi des supports très intéressants pour la formation et l'animation pour de la migration. Des formations naturalistes, d'une part, parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux, beaucoup d'espèces qui sont concentrées sur ces sites, donc ça permet aux naturalistes de voir beaucoup d'oiseaux en même temps. Mais c'est aussi un support intéressant pour sensibiliser sur le phénomène de la migration des oiseaux et en visualisant clairement le phénomène en temps réel. Et pour finir, je voudrais remercier les centaines d'observateurs, qu'ils soient salariés ou bénévoles, qui ont passé toutes ces heures dans des conditions qui sont parfois assez dures pour observer, scruter le ciel et compter les oiseaux pour nous léguer toutes ces données. Merci. Merci beaucoup, Aurélien. On va tout de suite prendre quelques questions. Alors, première question. Pour franchir les montagnes, les vents de face, donc sud, ne sont pas plutôt favorables pour faire monter les oiseaux en altitude? Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Les vents de face ne sont-ils pas plutôt favorables pour faire monter les oiseaux en altitude? C'est possible que dans une certaine mesure, les vents de face soient favorables. Ce qui se passe en fait là sur ces sites, c'est que notamment en fin de saison, on a des vents qui sont très très violents et des vents de face qui sont très violents. Et donc ça demande, notamment pour ces espèces qui ont des vols, pour contrer ces vents très violents. Donc en fait, ils ont plutôt tendance, a priori, à contourner quand le flux, quand le vent de face est trop violent. Mais effectivement, ce n'est pas le vent de face en tant que tel qui est un problème, c'est le vent de face quand il est très intense. Ok. Bonsoir. Alors, de Laetitia Vibert. Comment peut-on interpoler l'état de la population d'une espèce, je suppose, au regard de l'évolution du nombre de migrateurs en passage?
Aurélien, est-ce que tu m'entends? Ce qui est assez intéressant, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'avoir des réseaux de sites, d'avoir... Oui, tu m'entends plus? Ouais, juste couper ta vidéo parce que ça bug un peu. Tu m'entends? Ouais, vas-y. Je sais plus du coup le sujet. Excuse-moi. Donc, du coup, la question, c'est comment est-ce qu'on peut interpoler l'état de la Oui, population au regard de l'évolution du nombre de migrateurs en passage? c'est ça. Donc, on n'a pas forcément d'indicateurs qui nous permettent de dire combien il y a d'individus dans la population. Par contre, ce qui est intéressant, c'est l'évolution, c'est les tendances, de voir si l'espèce est plutôt, enfin, si la population est plutôt en augmentation ou en déclin. Et l'idée, c'est que ces sites, du moins s'il y en a suffisamment et qui vont dans le même sens, sont représentatifs de l'évolution de la population. Donc on n'a pas forcément une estimation de l'effectif global, mais par contre une image, en espérant qu'elle soit la plus fidèle possible, de l'évolution, et donc ça permet de prendre des mesures, justement comme on l'a vu sur le Milan Royal, de voir que quand il y a des déclins très marqués, il y a sans doute des choses qui ne vont pas pour cette espèce. Très bien. Question suivante. Pauline Destinville demande quelles mesures ont été prises dans les années 2000 pour aider à rétablir le nombre des populations pour le Milan Royal dont vous avez parlé? C'est une bonne question. Euh, donc, il y a un des problèmes notamment importants pour cette espèce, c'est les empoisonnements, qui soient directs, c'est-à-dire qu'on vise directement ces espèces qui se nourrissent notamment de charogne, ou qu'elles soient indirectes en empoisonnant notamment des rongeurs, qui sont des proies qu'on retrouve derrière empoisonnées à leur tour. Donc ça, c'est le cas de la bromadiolone, notamment, qui a été interdite ou un peu plus régulée dans le temps, mais il y a aussi sans doute d'autres phénomènes qui soient liés à la ressource alimentaire ou à des questions d'habitat. Je n'ai pas la réponse concrète de qu'est-ce qui a été vraiment efficace pour rétablir les populations de cette espèce. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que les suivis montrent que cette espèce va mieux et qu'elle est peut-être un peu moins prioritaire qu'elle ne l'a été dans les années 90. Ok. Ensuite, Loïc P. demande, avec l'amélioration de l'optique des jumelles ou longue vue, la sphère d'observation ne s'est-elle pas agrandie? C'est une question, c'est une possibilité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que notamment la longue vue n'est pas utilisée pour scruter le ciel et pour identifier, pour détecter des nouveaux vols, mais uniquement pour identifier les individus, donc l'espèce, le sexe, voilà, des informations complémentaires, mais pas pour détecter les nouveaux individus. Mais effectivement, sur les jumelles, l'amélioration des optiques, c'est possible que depuis les années 80, il y a eu des petites améliorations, mais ça, c'est vrai que c'est difficile à mesurer. Ensuite, Soline demande, pour une espèce, s'il y a une diminution de la population migratrice, comment peut-on savoir si c'est dû à une diminution globale de l'espèce ou si ce sont les oiseaux qui deviennent sédentaires? Et encore une fois, ça montre l'importance d'avoir plusieurs types d'indicateurs. Donc, il y a des espèces qui sont 100% migratrices. C'est le cas des transsahariens notamment dont on a parlé. Donc là, on est sûr qu'il n'y a aucun individu qui reste en Europe ou de manière très très marginale en période d'hivernage. Donc globalement, ils sont tous amenés à passer quelque part pour aller en Afrique. Par contre, il y a des espèces qui sont en train de changer leur stratégie de migration. C'est le cas de la grue cendrée, par exemple, qui passe de moins en moins les Pyrénées. Enfin, il y a toujours beaucoup d'individus qui passent parce que la population augmente très très fortement, mais la part de la population qui traverse les Pyrénées est de plus en plus faible. Donc on n'a pas forcément un reflet complet de ce qui se passe pour l'ensemble de la population en regardant uniquement cet indicateur-là. Donc il faut avoir plusieurs indicateurs pour ce type de cas. Ensuite, Hervé Lormé, éminent spécialiste du pigeon ramier notamment. Dans le cas du pigeon ramier, du coup,
qui migrent en nombre important, mais également pour d'autres espèces abondantes en migration, pourquoi ne privilégie-t-on pas des méthodes de comptage visuel à plusieurs observateurs en aveugle, ce qui permettrait d'évaluer l'ampleur de l'erreur ou incertitude associée aux données de comptage? Je précise que les données de comptage en aveugle, c'est chacun séparément. Mais Ouais. Donc en routine, c'est des choses qui sont pas réalisées sur les sites parce qu'il n'y a pas forcément les ressources humaines pour être capable de faire en fait 2 fois le suivi en parallèle. Déjà de mettre en place ces suivis, de les maintenir sur des temps aussi longs avec toutes les personnes nécessaires, c'est assez compliqué. Par contre, il me semble, mais j'ai pas les résultats en tête, là, que ce type de double comptage a été effectué à plusieurs reprises pour essayer justement de quantifier ça. Et a priori, voilà. Les marges d'erreur sont assez faibles, enfin suffisamment faibles, en tout cas pour des observateurs expérimentés, pour que les données soient pertinentes. alors, une question pas facile de Biba Youssef. Ce décalage phénologique est-il favorable pour le maintien des espèces? Une question complexe. Et effectivement, on ne va pas forcément y répondre là en si peu de temps. Donc, en fait, c'est ce qui est important, notamment en termes de conservation, c'est la synchronisation entre les ressources et les espèces. Donc, c'est pas forcément le décalage qui peut ou pas poser problème, mais c'est est-ce qu'elles arrivent à suivre suffisamment bien le même décalage qui existe sur leurs ressources. Donc, qui ont regardé ça. Donc, a priori, il y a des espèces qui suivent plus ou moins bien ce décalage de disponibilité alimentaire. Mais j'ai pas en tête de résultats qui montrent qui montre un lien entre cette rapidité du décalage et les tendances des populations. Ensuite, Rachel, est-ce que les données collectées sur le nombre d'oiseaux d'une même espèce sont comparées entre migration post-nuptiale et pré-nuptiale? Elle pense aux questions de mortalité lors de la migration ou durant leur période d'hivernage. Ah oui, est-ce qu'on compare entre Grave et Orgambie? Alors, donc, il y a plusieurs réponses à ça. Déjà, les effectifs ne sont pas forcément comparables parce qu'on n'a pas forcément affaire aux mêmes populations. D'autre part, il y a des espèces qui sont suivies sur un site et pas sur l'autre, ou pas dans des effectifs comparables. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de comparer les tendances et de voir si on a des tendances qui sont similaires. Parce que justement, comme on peut avoir des populations qui sont différentes entre les deux sites, voilà, si on a ça peut nous apporter des informations sur comment se porte telle ou telle d'informations sur la quantité globale d'individus qui passent à travers l'Aquitaine. Mais c'est plutôt voilà, des échantillons qui sont représentatifs de la tendance. Donc on ne peut pas comparer les effectifs tels quels. Mais c'est des choses qui sont faites par contre avec les données radar pour le coup, à l'échelle continentale, pour essayer d'évaluer la mortalité. Et la productivité du coup dans l'autre sens. Très bien. Et il y a Harold, ça va être la dernière question je pense, qui demande: les périodes d'observation vont-elles s'élargir ou se décaler pour suivre plus correctement la phénologie des espèces migratrices sur les sites de suivi? S'élargir, ce serait peut-être intéressant. Je ne sais pas si ce sera possible. En tout cas, décaler, je pense qu'il va falloir y songer. Il y a déjà, par exemple, à Orgambideshka, le nombre
de Milan Noir, qui est une des premières espèces à passer sur ce site, qui passe avant le début des suivis, et c'est a priori non négligeable, donc il va sans doute falloir effectivement à terme faire bouger un peu ces fenêtres de suivi. C'est un des enjeux pour les années qui viennent. Très bien. Très bien, très bien. Eh bien, merci beaucoup Aurélien Merci. pour la présentation.